Les rencontres entre pensionnaires du zoo de Berlin sont parfois difficiles. Des petits porcs laineux font connaissance avec leur père. Un couple de lémurs noirs ne s'entend plus depuis la naissance du petit dernier. À signaler une longue absence et 2 naissances chez les élans. La vie de famille n'est décidément pas un long fleuve tranquille, même pour les jeunes pensionnaires du zoo. À Berlin, il y a 2 jardins zoologiques. Le zoo de Berlin, fondé au XIXe siècle à l'ouest, et le jardin zoologique de Berlin-Friedrichsfeld, plus récent, à l'est. Il collectionne les succès en matière de reproduction d'animaux sauvages en captivité. Tout est fait pour que les petits s'y sentent bien. Les petits ours à lunettes ont maintenant 3 mois et demi. À leur réveil, ils découvrent désemparés l'absence de leur mère. C'est elle qui fait tout ce bruit à côté. Michael, un des soigneurs du zoo, a isolé leur mère, Julia, dans une autre cage. Car la mission qui l'attend aujourd'hui est délicate. Le but de l'opération, qui monopolise 2 soigneurs, est de déterminer le sexe des oursons. Mais les cris que pousse Julia, inquiète pour ses petits, ne risquent pas de rassurer les 2 oursons. Il aurait été difficile de le faire plus tôt. Julia n'a laissé personne approcher ses petits. Les soigneurs ont dû attendre que les oursons grandissent un peu avant de pouvoir se prononcer. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est une femelle, elle. D'après Michael, cet ourson qui se tortille dans tous les sens est une petite femelle. Elle se débat tellement qu'il est difficile de bien voir les marques faciales qu'elle a sur le museau. Elle n'a pas encore de lunettes, les marques claires qui souvent encerclent leurs yeux et auxquelles ils doivent leur nom. Alarmée par les cris de détresse de ses petits, Julia est de plus en plus agitée. Là, j'ai le mâle. Ouais, il a déjà de belles lunettes. Michael tient le petit mâle dans ses bras. Chez lui, les marques faciales sont déjà parfaitement dessinées. Ouais. Tu vas faire une bise à ta sœur? Allez, vas-y, vas-y. L'opération terminée, les soigneurs remettent rapidement les petits dans leur cage avant de faire rentrer la maman. Dans leur milieu naturel, les femelles cachent leurs petits avant de se mettre en quête de nourriture. Et s'ils se mettent à crier, elles accourent aussitôt à leur secours. Bien que nécessaire, cette séparation a été une terrible épreuve pour Julia. Mais après avoir vérifié que ses petits allaient bien, Julia retrouve son calme habituel. Elle a un mâle et une femelle. Et les soigneurs n'ont désormais plus aucun mal à les reconnaître. Le petit a des lunettes et la petite n'en a pas. À l'autre bout du parc vit un autre petit pensionnaire de 3 mois. Bonjour, Chuma. Chuma est un jeune hippotrague noir placé sous la responsabilité de Thomas. Sa mère n'a pas assez de lait pour le nourrir et Thomas lui donne le biberon. Chuma est un nourrisson qui a de l'appétit. Mais c'est l'un de ses derniers biberons. La petite antilope va devoir manger un peu plus de foin et téter sa mère plus souvent. Si elle mange plus de fourrage, le lait de sa mère devrait désormais lui suffire. Chuma a bu 1 litre de lait maternisé en un temps record. Sur son front, 2 petites excroissances forment déjà l'ébauche de ses cornes à venir. Adulte, l'hippotrague noir porte de redoutables cornes qui lui permettent de se défendre contre ses prédateurs. On en a même vu éventrer des lions. Chuma est bien parti pour devenir un beau mâle robuste et vigoureux. Même Thomas a du mal à contenir la jeune antilope qui visiblement a encore faim. Non, 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 tu vas pas par là. Pour éviter tout débordement, Thomas lui interdit l'accès à la cuisine. Car pour Chuma, le biberon constitue la solution facile. Le lait que lui donne le soigneur ne demande aucun effort.
C'est bien plus simple que de téter sa mère ou de manger du foin. Mais le biberon est désespérément vide. Depuis sa naissance, Tamu, la demi-sœur de Chuma, se nourrit exclusivement du lait de sa mère. Mais l'exercice devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure que la jeune antilope grandit. La mère de Tamu refuse d'allaiter Chuma. Les hippotragues noirs ne nourrissent que les petits qu'elles ont mis au monde. Si la mère renacle autant à allaiter Tamu, ce n'est pas uniquement parce que Chuma les a dérangés. Le message est clair. Il est temps pour les deux jeunes antilopes de passer aux aliments solides. En lui refusant le biberon, Thomas enfonce le clou. Pour grandir et devenir robuste, Chuma va devoir passer à un régime à base de fourrage. Dans la famille des ongulés toujours, il y a aussi ce modèle miniature, la chèvre pygmée dont la population a explosé au printemps dernier. La chèvre pygmée peut avoir entre 1 et 4 petits tous les 9 ou 12 mois. Avec 17 nouvelles naissances cette année, René a fort à faire pour s'occuper de tout ce petit monde. René examine la langue d'une femelle qui a mis bas au printemps pour se faire une idée de son état de santé. La période des naissances n'a pas été simple cette année. Une des femelles a dû mettre bas par césarienne. Le petit, trop gros, n'a malheureusement pu être extrait à temps pour être sauvé, mais la maman a survécu. Elle a depuis adopté un autre chevreau. Son lait ne sera donc pas perdu pour tout le monde. Originaires d'Afrique de l'Ouest, les chèvres pygmées ont fait leur apparition dans les zoos européens quand ceux-ci ont commencé à ouvrir des mini-fermes pour les enfants. Mutines et de bonne compagnie, elles sont très appréciées des tout-petits. Mais celles-ci sont encore trop jeunes pour intégrer la mini-ferme. Allez, venez, venez, allez, venez. D'ici quelques semaines, quand elles seront sevrées, il sera plus facile de les approcher. En attendant, René ne ménage pas sa peine pour remettre les jeunes mamans en forme et les aider à élever les 17 nouveaux chevreaux. Il va leur falloir de nombreuses séances de toilettage et quantité de fourrage avant de pouvoir être présentés aux enfants. Ces petites chèvres, qui vivent entre 10 et 15 ans, ont une hauteur moyenne de 58 cm. Elles pèsent incroyablement lourd pour leur petite taille. Pour le reste, on ne peut pas vraiment dire qu'elles se comportent différemment des autres chèvres. Les coups de tête commencent très tôt entre jeunes mâles. Patchwork de brun, de blanc et de noir, leurs robes pie, unies, rayées ou tachetées font de chacune de ces chèvres naines un exemplaire unique, dont on serait bien en peine de désigner le père. Un indice cependant cette année, la prédominance de blanc et de noir dans le nombre record de chevreaux nés au printemps parle en faveur de ce beau bouc qui trône au milieu du troupeau. Les contrariétés de la matinée ne semblent déjà plus qu'un lointain souvenir. Michael et Detlef viennent s'assurer que la petite famille d'ours à lunettes se porte bien. Dans leur milieu naturel, ces ours d'Amérique du Sud grimpent facilement aux arbres. Obéissant à leur instinct, les oursons du zoo s'exercent sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à un arbre. Dressés sur ses pattes arrière, maman ours surveille de près les acrobaties de ses petits. Ils ont beau avoir un sens inné de l'escalade, l'exercice n'en demande pas moins un certain entraînement. Dans la nature, les oursons passent leur journée à somnoler dans les arbres, dans des nids de branchages que leur mère leur construit bien en hauteur, hors de portée des prédateurs. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'ennemis, il arrive qu'un jaguar tente de s'emparer d'un ourson. Mais c'est rare, leur mère ne les quitte pratiquement jamais des yeux. Petit rappel à destination des apprentis grimpeurs. Gardez en permanence 3 points d'appui. Le ventre n'étant pas un point d'appui, normalement. Bon, le geste manque encore d'élégance, mais le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de bobo. Autour du jeune mâle maintenant.
L'ourson, lui, semble mieux connaître ses limites. Le sommet, ce sera pour une autre fois. Dans la pièce à côté, les soigneurs distribuent des cacahuètes. Julia adore ça. Et l'oursonne aussi, visiblement. Michael essaye de lui apprendre à attraper la cacahuète avec la bouche sans utiliser ses pattes. Les ours à lunettes ont de redoutables griffes, même s'ils ne s'en servent que rarement pour chasser. Ils se nourrissent principalement de végétaux. Allez, viens. Doucement. Maman ours, elle, maîtrise parfaitement le geste. Chacun doit respecter les règles si on veut éviter les accidents. Aucun soigneur ne s'aventurerait à l'intérieur de la cage. Julia est un animal sauvage, aux réactions d'autant plus imprévisibles qu'elle est maintenant maman. L'ours à lunettes est un animal farouche qui évite l'homme autant qu'il le peut, mais une mère peut tuer pour protéger ses petits. Vers l'âge de 5 mois, les oursons commencent à accompagner leur mère lors de ses déplacements en forêt. Elle leur apprend à trouver leur nourriture et à grimper aux arbres jusqu'à ce qu'ils aient 1 an, moment où la famille se sépare et où les jeunes ours deviennent totalement autonomes. Le zoo de Berlin abrite une incroyable collection d'animaux exotiques, comme cette famille de ouistiti à toupet blanc originaire du Brésil. Mario, leur soigneur, est venu prendre des nouvelles des jumeaux nés 2 semaines plus tôt. Les ouistiti à toupet blanc donnent naissance à de faux jumeaux. Déjà éprouvés par la double gestation, les femelles sont souvent épuisées par l'allaitement de leurs 2 nouveau-nés. Les jeunes ouistiti s'agrippent à leur mère avec une force incroyable et ils ne lâchent pas prise facilement. Ouais, c'est bon, hein? La femelle attend patiemment son tour. Aujourd'hui, Mario est venu avec des biscuits, le plus sûr moyen pour lui d'approcher ces petits singes très gourmands et de les examiner. Allez, montre-moi. Saute! La mère n'élève pas ses petits seule. Elle est secondée par le mâle ainsi que par des femelles occupant un rang subordonné dans le groupe. Une organisation sociale qui augmente considérablement les chances de survie des petits ouistiti. Leur principal mode de communication est le tri, un cri de contact quasi permanent qui permet de savoir où chacun se trouve, même lorsque l'un d'eux est caché par la végétation. Dans l'épaisse jungle d'où ils sont originaires, ces cris assurent la cohésion et la survie du groupe. C'est servi! Les jumeaux ont l'air de mijoter quelque chose. Mario les nourrit de fruits et de graines. Ils sont aussi très friands de sève dont ils s'alimentent volontiers l'hiver quand les fruits se font plus rares. Les petits resteront sur le dos de leur mère quelques semaines encore, le temps de devenir un peu plus autonomes. Ils la laisseront alors retourner à ses occupations dans la journée, mais ne s'éloigneront jamais du groupe où il y aura toujours quelqu'un pour veiller sur eux. Très sociaux, les ouistiti à toupet blanc vivent au sein de groupes stables composés d'une dizaine d'individus. De l'autre côté de la ville, le jardin zoologique abrite lui aussi une belle collection d'animaux exotiques, ainsi que de nombreuses espèces rares et menacées. Voici le mangalitsa, ou porc laineux, originaire de Hongrie. Allez, viens. Allez, sors! Sors! C'est un jour pas comme les autres pour cette mère mangalitsa et ses petits. Séparés du reste du groupe depuis la naissance, les porcelets vont aujourd'hui faire connaissance avec leur père et son autre compagne. Regarde un peu comme il court. Les petits ont encore leurs rayures, mais à l'âge adulte, ils auront de longues soies denses et bouclées qui ressembleront à de la laine de mouton. Victoire, tous les petits sont maintenant dans l'enclos principal. Dernier représentant du porc à poils longs, le mangalitsa descend du sanglier sauvage qui autrefois peuplait la majeure partie des forêts européennes. Marina est impatiente de passer à la 2e phase du plan qui prévoit de réunir toute la famille dans le grand enclos.
Normalement, les porcelets vivent avec les truies qui ne rencontrent les mâles que lorsqu'elles sont de nouveau prêtes à s'accoupler. C'est donc la première fois que toute la famille va se trouver réunie. Autant dire que la rencontre promet d'être intéressante. L'enclos d'à côté est celui des élans, un autre animal originaire de Scandinavie et de Russie. Ce petit élan a 1 mois. Les naissances ont lieu au début du printemps pour permettre aux jeunes élans de prendre des forces avant d'affronter les rigueurs hivernales du Grand Nord. De retour de vacances, Marco, le chef soigneur, prend des nouvelles de tout son petit monde. La naissance du jeune élan n'est pas la seule qui ait eu lieu durant son absence. Les élans savent au bruit que fait le soigneur que c'est l'heure du repas. Car l'herbe ne leur suffit pas. Un adulte de 360 kg dévore facilement 32 kg de fourrage par jour. Mais ils vont devoir patienter encore un peu. Le temps pour Marco d'examiner le dernier né du troupeau. Ce jeune élan est né il y a 48 heures. La maman et le nouveau-né ont été isolés du reste du troupeau pour favoriser leur attachement l'un à l'autre. Si l'apprenti soigneur sache encore sur le nom du nouveau-né, Marco, lui, a déjà trouvé une idée. Ce sera Odin Odin, sur le modèle de son nom latin Alkes Alkes. Autant donner au jeune élan les forces décuplées du dieu Odin. Odin Odin fait ses premiers pas dehors en compagnie de sa mère Suzy. Marco les observe de loin. Il sait que le nouveau-né doit consolider ses liens affectifs avec sa mère avant de faire plus ample connaissance avec ses soigneurs. Le jeune élan restera une bonne année aux côtés de sa mère, jusqu'à sa prochaine mise bas au printemps prochain si tout se passe bien. L'homme et l'élan partagent une longue histoire commune. Comme l'attestent des vestiges découverts en Suède, les Scandinaves chassaient déjà l'élan pour sa viande et sa fourrure au 6e millénaire avant Jésus-Christ. Ils vénéraient le dieu Odin, qui eut de nombreux enfants, dont Thor, le dieu du tonnerre. Un indice pour ceux qui s'interrogeaient sur le nom qu'Odin donnerait à son premier fils. À l'autre bout du jardin zoologique, dans le pavillon des singes, c'est un véritable miracle qui s'est produit chez les lémurs noirs. Et sans les soins et la persévérance du vétérinaire Andreas Polly, jamais cette naissance n'aurait pu avoir lieu. Lenny est le premier petit lémur noir à naître au jardin zoologique en 13 ans. La maman, Uta, se porte comme un charme, et son petit, particulièrement vigoureux, se tient déjà fermement accroché à son ventre. L'organisation sociale des lémurs noirs se caractérise par la dominance des femelles. Le docteur Andreas veille à ce que Brutus ait suffisamment à manger, car Uta a tendance à monopoliser le plateau repas prévu pour deux. Depuis la naissance de Lenny, Uta s'est transformée en une véritable furie. Elle interdit à Brutus de s'approcher du petit et le chasse à la moindre occasion. Si ce comportement n'a rien d'anormal chez les lémurs noirs, il va falloir que les soigneurs surveillent l'état de santé de Brutus le temps que les choses se calment un peu. Le petit Lenny va rester quelques semaines encore accroché au ventre de sa mère. Puis, il s'installera sur son dos, où il lui faudra là aussi se cramponner s'il ne veut pas perdre sa monture en chemin. Le petit lémur est à peine visible, enfoui dans la fourrure de sa mère. Cette position lui permet de ne pas attirer l'attention des prédateurs et de téter sa mère quand il en a envie. Si la relation entre Brutus et Uta est aujourd'hui difficile, les tensions disparaîtront d'ici quelques mois quand Lenny sera devenu autonome. En attendant, Brutus va devoir prendre son mal en patience et garder ses distances. Uta reçoit au zoo la même nourriture que celle qu'elle mangerait dans son milieu naturel. Elle vient de Madagascar, une île où les fruits poussent en abondance. Ils constituent 78% de son régime alimentaire. Le reste se composant de fleurs et de nectar.
S'ils se concentrent dans les zones riches en fruits, les lémurs noirs sont aussi très mobiles et passent rapidement d'un territoire à un autre pour éviter les conflits avec d'autres groupes. Il y a de l'orage dans l'air dans l'enclos des porcs laineux. Réunir toute la famille, la maman, ses petits, Tristan et Isolde, sa deuxième compagne, ne va pas de soi. Cela n'a rien de naturel chez les Mangalitsa. D'ordinaire solitaires, les mâles ne recherchent la compagnie des femelles que pour s'accoupler. Tristan, qui semble ravi de retrouver Rosie, l'entreprend de nouveau. Mais pour Rosie, qui vient d'avoir ses petits, il est de toute évidence trop tôt pour céder aux avances du mâle. Elle le repousse, mais Tristan insiste, sans se soucier des porcelets qui courent autour d'eux et qu'ils risquent de piétiner au passage. Et là! T'as vu comment ils sont avec les petits? Il a vraiment failli leur marcher dessus, t'as vu? Le Mangalitsa est de constitution massive. Particulièrement gras, il fournit un lard de qualité qu'on utilisait autrefois pour la cuisson et la conservation des viandes. Les soigneurs ont trouvé la parade. Des navets devraient éloigner Tristan de Rosie pendant quelque temps. Mais il va bien falloir que tout ce petit monde apprenne à vivre ensemble à un moment ou à un autre. Et les soigneurs ont autre chose à faire que de surveiller les adultes toute la journée. Les Mangalitsa ont failli disparaître. Il est donc essentiel pour la survie de l'espèce qu'ils puissent vivre en harmonie dans l'enclos du zoo. L'élevage du Mangalitsa, qui figurait parmi les races de porcs les plus répandues en Hongrie, a pratiquement cessé avec l'invention de la réfrigération qui a fait chuter la demande de lard. Depuis quelque temps, le Mangalitsa connaît pourtant un regain d'intérêt chez les éleveurs spécialisés dans les races porcines rares. Le jaguarundi est un félin d'Amérique du Sud de petite taille, qui peut se montrer très agressif. Les deux petits ont maintenant 8 semaines et il a bien fallu que quelqu'un se dévoue pour leur deuxième injection de vaccin. Detlef assiste le docteur Andreas, le vétérinaire, car l'intervention nécessite au moins 2 personnes et d'épais gants de protection. Il va falloir que tu te calmes. Ça va pas te faire mal, attention. Et voilà. Le vaccin est injecté dans les plis de la peau du cou, pour ne pas toucher un muscle, et passe ensuite dans le sang du jeune jaguarundi. Il faut les vacciner très jeunes. C'est un vermifuge très efficace. Le produit injecté est un vermifuge qui permet de lutter contre le même type de vers qui parasite les chats domestiques. Les vers peuvent être transmis directement par la mère, par le lait maternel notamment, alors autant les protéger le plus tôt possible. Detlef est content d'avoir ses gros gants de cuir pour le protéger des morsures du petit jaguarundi. L'animal a tellement peur qu'il serre les mâchoires de toutes ses forces sans que le soigneur ne parvienne à lui faire lâcher prise. Detlef le pose de force dans le filet avant que ses dents n'aient réussi à transpercer le cuir. Pour les soigneurs, ce filet est le plus sûr moyen d'échapper à la colère du petit jaguarundi. Et ils ont intérêt à ce qu'il y reste s'ils ne veulent pas se faire déchiqueter. Le deuxième petit se montre encore moins coopératif. Pour se défendre de ses agresseurs, il utilise la même stratégie que son frère. Le ton rassurant de Detlef n'a aucun effet sur le petit jaguarundi. Il faudrait pourtant qu'il soit moins tendu pour que le docteur Andreas puisse lui faire l'injection. Mais Detlef sait comment soumettre les plus réfractaires à sa volonté, à condition d'avoir un autre gant à portée de main. Le jeune jaguarundi finit par lâcher le gant. Le travail va pouvoir reprendre. Le petit mâle est paralysé de peur. Il hurle de toutes ses forces comme le ferait n'importe quel petit jaguarundi sauvage pour appeler sa mère partie à la chasse. Le jaguarundi peut émettre une grande variété de cris différents.
Ils ronronnent, sifflent, aboient, mais il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, les soigneurs n'aient droit qu'à ces cris de détresse. Le docteur Andreas veille à bien refermer la porte derrière lui, même s'il sait que Detlef ne va pas tarder à le rejoindre. La mère, qui avait été isolée dans une autre cage mais qui a entendu les cris de ses petits, accourt, visiblement inquiète. Les jaguarundi ont l'odorat très développé. La mère renifle un peu partout pour savoir qui s'est permis d'entrer dans sa tanière durant son absence. Ce sont des animaux très territoriaux et peu tolérants face aux intrus. Encore terrifiés, mais ravis de revoir leur mère, ces jeunes pensionnaires du zoo vont avoir besoin d'une bonne sieste pour se remettre de leurs émotions.